Nous sommes réunis aujourd'hui autour du thème de la fraternité, qui pour moi est une belle passerelle entre le monde maritime et le collectif du rugby. Donc dans un premier temps, Marc, je vais commencer par vous pour une petite question. Vous, en tant qu'ancien sélectionneur du 15 de France, pour la Coupe du Monde 2011, vous avez eu à essuyer une défaite, notamment contre les Blacks, pendant les phases de poule. Comment vous avez pu surmonter et amener votre équipe en finale? Grâce à quelle force morale avez-vous pu les pousser jusqu'à la finale de celle-ci? Il me semble qu'en tant que, en tant que leader d'un groupe, on est aussi pilote. La compétition, la Coupe du Monde de rugby, c'est une compétition très longue. Il m'est arrivé en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, d'évoluer dans des contextes que l'on pourrait qualifier d'euphorisants, jouer au Stade de France, sous le maillot de l'équipe de France, devant 4000 personnes qui chantent la Marseillaise. Évidemment, ça a quelque chose de l'ordre du sublime. Mais paradoxalement, dans l'adversité, à l'autre bout du monde, dans un climat de critique et de scepticisme, ça sublime aussi un groupe dans l'adversité. Et donc on s'était préparé quelque part à jouer et à perdre. Il y a aussi le fait évidemment qu'il y a des matchs couperés, les quarts de finale, une demi-finale, il y a quelque chose d'irrémédiable dans la défaite. Mais en même temps, dans la planification de l'événement, on savait qu'on avait cette opposition contre les All Blacks, qui jouaient sur leur terre, qui étaient les favoris. Et que certaines fois, on peut penser que plus important que la victoire, ce sont les contenus qui comptent. Et que ce jour-là, ce match, même s'il a été soldé par une défaite, il nous a permis de valoriser, de prendre confiance. Et je crois qu'il est essentiel justement de se méfier quand on est entraîneur, sélectionneur ou chef d'une manière générale, certaines fois de victoires en trompe-l'œil qui vont générer les défaites de demain et en même temps être porteur d'espoir, d'espérance, d'enthousiasme en valorisant une performance, même si le résultat est négatif. Alors ce qu'on n'avait pas prévu, c'était de perdre à nouveau le match d'après contre les Tonga, ça c'était quand même une mauvaise surprise. Mais aussi on peut penser que certaines fois un groupe dans la détresse, qui vit des situations qu'on peut qualifier d'humiliantes, c'est justement se ressouder et aller trouver les forces morales pour aller chercher au fond d'eux-mêmes le meilleur. Et que certes, en quart, en demi-finale et en finale, pour finir, la fin est tragique puisque nous avons perdu d'1 point contre la meilleure équipe du monde sur ces terres, mais il reste malgré tout le sentiment de fierté, d'avoir vu mes hommes donner le meilleur les uns pour les autres et arriver à faire douter la meilleure équipe du monde sur ces terres. Évidemment que nous aurions rêvé être champions, mais les sentiments restent extrêmement puissants, extrêmement positifs. Le sentiment que nous, on avons vécu une aventure extraordinaire dans cette adversité et aussi d'avoir procuré certainement beaucoup d'émotions aux amateurs de rugby. Très bien. Commandant, maintenant ce sera votre tour. Vous, avec votre grande carrière de commandant dans l'aéronaval, vous avez eu à commander des flottilles, différents hommes, notamment sur votre ancienne affectation le Guéprat, maintenant sur le Mistral. Est-ce que, du haut aussi de votre carrière rugbystique à haut niveau, est-ce que le capitaine de rugby et le commandant se retrouvent sur les mêmes forces morales pour aller jusqu'au bout du jet, si je puis dire? Alors, le monde du rugby et la Marine nationale sont intimement liés, car partageant de nombreuses valeurs en commun, le courage, le dépassement de soi, et puis cet esprit collectif dans le sport, esprit d'équipage dans la marine, à tel point que le rugby est l'un des 2 sports officiels de la marine avec la voile. Donc ça montre notre attachement à ce sport qui partage les mêmes valeurs. Et concernant le collectif, il s'agit avant tout, pour un chef, pour un entraîneur, un commandant, finalement, peu importe, c'est de transcender finalement les ambitions individuelles pour le collectif, toujours au profit du collectif, le placer au-dessus. Ça me semble essentiel. Alors pour l'équipe de France, par exemple, ça peut être la victoire à la Coupe du Monde en 2023. C'est surtout défendre son pays. Et pour les marins, c'est la victoire au combat, c'est la défense d'un drapeau de valeurs et des intérêts vitaux de la France. Mais pour répondre précisément à votre question, je dirais que pour amener un groupe à la victoire, sur un terrain de rugby, il faut justement placer ce collectif au-dessus. Il faut insuffler un esprit guerrier, empreint de courage, de dépassement de soi, mais surtout développer
cet esprit collectif. Alors ça passe par quoi? Ça passe par de la bienveillance, c'est sûr, de l'empathie, sûrement, de l'exigence, clairement. Cet équilibre que doit avoir tout chef, à mon sens, entre exigence et bienveillance, ça c'est clairement ancré à la fois chez l'entraîneur ou chez le commandant de bateau. Et il y a aussi la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de chaque membre de son équipe, une confiance solide, tacite, on y reviendra tout à l'heure, mais elle me semble essentielle dans la victoire et pour la force du collectif, la force du groupe. Alors, s'il y a beaucoup de choses en commun finalement entre nos deux mondes, Marc, la principale différence que j'entrevois, c'est le sacrifice ultime de la vie de ces marins, qui est amené à prendre le commandant dans le cadre d'une crise de haute intensité, d'une guerre, d'un combat. Le sacrifice ultime est une responsabilité hors norme, extraordinaire, et qui nous singularise un peu nos deux mondes, même si effectivement un joueur peut être amené à se sacrifier, mais pas jusqu'à sa vie, quoique. Et en tout cas, ça c'est en tout cas la grande différence que j'entrevois. Et je voulais partager avec vous un moment fort de ma carrière qui finalement illustre un petit peu ce propos. Il s'agissait dans le cadre de l'opération Harmattan, au-dessus d'un théâtre libyen. J'étais commandant d'aéronef sur Atlantique 2. Et c'était le 4e vol opérationnel qu'on faisait au-dessus de la Libye. Un vol de renseignement, un vol qui avait pour objet de récolter du renseignement et de renseigner la coalition sur l'évolution du front. Et lors de cette mission, d'une voix calme et posée, j'étais en place droite, commandant d'aéronef, sur le téléphone de bord, qui est le réseau commun à bord de cet avion. Une voix calme, posée, celle d'un second maître, qui était sur le hublot, à tribord, observateur. Détecteur acousticien, mais en l'occurrence observateur sur cette mission, qui annonce SAM, SAM, SAM. Ça veut dire Surface to Air Missile. Ça veut dire qu'il a détecté probablement un départ de missile sol-air, potentiellement hostile, et il continue. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Au revoir. Des moments forts comme celui-ci, une phase de sidération au sein de l'équipage. Ce jeune marin n'a que 2 mois de marine. Comment peut-il détecter un départ missile? Certes, on lui a expliqué à quoi ça ressemblait, un départ de fumée. Finalement, dit-il vrai? Ne fabule-t-il pas? J'ai décidé de lui faire confiance. Tout ça a duré une fraction de seconde. Je regarde mon pilote ne réagit pas. Ordre d'évitement pour éviter ce probable missile. Sidération, je prends les commandes, je fais la manœuvre d'évitement. Si je suis là pour vous en parler, c'est que ça s'est bien passé. Au-delà de cette manœuvre, c'est pas ce que je retiens de ce moment fort de ma carrière, qui m'a structuré par la suite. Ce second maître est à présent premier maître, je le connais. On a quelque chose en commun, mais quelque chose en commun avec cet équipage-là, cette force du collectif. Je lui ai fait confiance de la hauteur de ces 2 mois de marine. C'est lui qui nous a sauvé la vie. Merci commandant pour ce témoignage fort en émotion. Maintenant, Marc, vous, de votre côté, vous n'avez pas eu le sacrifice ultime, entre guillemets, du commandant, mais dans votre carrière, vous avez dû, soi-disant, ou j'espère pas pour vous, dû devoir mettre le genou à terre dans votre carrière en tant que joueur, sélectionneur, entraîneur. Quels ont été les moments où vous avez dû mettre le genou à terre et quelle force morale avez-vous sorti de ces moments difficiles? Je l'ai mis souvent le genou à terre. Et la force de ce sport aussi, c'est qu'on nous apprend dès le plus jeune âge justement à tomber, à être dominé ponctuellement. Même dans un match particulièrement abouti, on va trouver plus fort que soi. L'important, c'est de se relever justement. L'important, c'est quand on subit une grave blessure, c'est de se reconstruire et de revenir plus fort peut-être. L'important, c'est quand on porte un projet comme entraîneur et quand on est seul quelque part dans l'adversité, soumis aux critiques, c'est justement arriver à trouver des solutions pour remobiliser son équipe et redonner de la confiance dont tu parlais, Olivier. L'important, c'est renaître de ces échecs. Et paradoxalement, bien sûr que le ciment d'un groupe, c'est la victoire et qu'on rêve tous, et surtout quand on porte un projet d'une forme d'excellence et d'une constance dans cette excellence,
la vie et un parcours rugbystique nous apprend à perdre, nous apprend à tomber. Et paradoxalement, justement, j'ai le sentiment que ce sont les échecs, justement, les déceptions, les émulations parfois, qui m'ont fait grandir, qui m'ont construit. Voilà, le rugby permet ça, puisque il y a bien sûr une notion d'excellence, de performance individuelle, mais elle se fait, et c'est là où on se rejoint dans cette fraternité quelque part, hein, elle se fait dans un contexte d'adversité qui fait qu'on a un besoin presque désespéré de l'autre. On se réalise individuellement quelque part à travers ces rencontres, ces matchs, ces gens qui vous témoignent de la confiance dès le plus jeune âge, vos éducateurs, vos entraîneurs, vos dirigeants qui vont vous confier des responsabilités, ces responsabilités qu'il va falloir partager avec un groupe d'hommes, vos équipiers, votre staff. Et on apprend beaucoup dans ces échecs. Voilà. Très bien, Marc. Commandant, vous, de votre côté, on arrive à voir que au rugby, surtout, le seul à pouvoir parler avec l'arbitre, c'est le commandant, le capitaine, entre guillemets, au rugby. Vous, du coup, vous n'avez pas eu à interagir avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Comment arrivez-vous à faire confiance en fait au sous-groupement, si on peut dire, de la marine, à s'appuyer sur les chefs? Quelle importance accordez-vous à la hiérarchie dans ce genre de milieu? Alors vous avez abordé, je l'ai déjà abordé dans mon anecdote opérationnelle, mon moment fort de ma carrière. Cette notion de confiance, en fait, elle est fondamentale, car elle est consubstantielle au commandement des hommes. En effet, une des finalités du commandement, c'est faire naître cette confiance, ce sentiment irremplaçable qui unit le chef à son équipage. Moi-même, j'accorde ma confiance de manière tacite, par défaut. Ça paraît surprenant, mais c'est ce que je fais, quel que soit le niveau de grade. Dès le départ, ma prise de fonction, j'ai accordé ma confiance à chaque marin. Parce que je reconnais leur parcours, leur expertise, je reconnais aussi le fondement de la formation dans la marine et sa qualité. Et au-delà de ça, cette confiance, finalement, tacite, par défaut, oblige le marin en retour à se dépasser, à respecter les règlements, à s'inscrire dans un collectif profond. Et donc, finalement, cette confiance, elle est vertueuse. Cette confiance, par défaut, est vertueuse. Je la formalise lors d'un entretien individuel. Je commande 200 marins, je reçois les 200 marins. Chacun est passé dans mon bureau, plus ou moins longtemps. C'est une phrase, je vous fais confiance, par défaut. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. En tout cas, que je crois beaucoup en la vertu de cette confiance tacite. Car in fine, même si la subsidiarité opère, les décisions les plus structurantes reviennent au commandant. Et finalement, la confiance de l'équipage vis-à-vis de son commandant, elle n'est pas tacite, elle se construit, à mon sens. Elle se construit au fil de l'expérience, au fil des jours de mer, puisque nous, les commandants, on est renouvelés tous les 2 ans, ça change tous les 2 ans, on n'a pas les mêmes manières de fonctionner, et donc cette confiance qui pourrait être tacite, je pense qu'elle ne l'est pas, elle se construit. Et donc, il y a les missions opérationnelles, les exercices, l'activité hackée, qui concourt et qui fait grandir cette confiance de l'équipage vis-à-vis du commandant. Donc je vois en fait ces 2 niveaux de confiance. Et pour aller finalement un petit peu plus loin sur ce sujet-là, je pense que l'esprit d'équipage passe par la responsabilisation de tous. Et que le marin finalement s'épanouit dans cette confiance, dans ce périmètre d'autonomie dans lequel il peut s'épanouir. Il se sent important, il l'est, et en retour, il va maximiser sa performance. Et j'ai normalement une formule que j'utilise souvent, l'équipage va probablement sourire. La force du collectif, si je devais la mettre en équation, c'est 1 + 1 est strictement supérieur à 2. C'est ça la force du collectif. La somme des individualités est supérieure, et bien supérieure à la force du collectif. Je vous remercie. Très bien, merci pour cette interview, commandant. Marc, merci pour votre temps. Merci à vous. Merci. J'oubliais juste une différence. Sur un bateau, il y a une hiérarchie très marquée comparée au rugby, même si, évidemment, je considère que les avants ont un vrai leadership dans une équipe et que naturellement, ce sont des leaders. Voilà, je voulais juste partager ça avec toi, Marc. C'est un ancien avant qui parle. Même si on a coutume de dire que le chef, c'est quand même le cornac, c'est le bin mêlé, c'est un peu les patrons qui mènent le paquet d'avant quand même. C'est pas faux. Tu as omis cet argument. Je ne suis pas très objectif. Non, sûrement pas.
Merci à toi, Marc.